Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va partir sur un vlog lecture comme celui que je vous avais fait pour Au bonheur des dames de Zola, qui est sorti lundi dernier je crois. Et du coup là je vais faire donc un vlog non pas sur un livre mais sur une saga entière. Moi qui n'ai pas l'habitude d'enchaîner les sagas, là je vais bien y être obligée, sachant que je l'ai emprunté à la médiathèque. Bon, rassurez-vous, c'est des tout petits tomes. Je n'ai jamais vraiment été attirée par la littérature asiatique, mais je sais pas, depuis cette année, avec les mangas, etc., que je commence à découvrir, j'ai envie de me mettre aussi au roman avec des auteurs d'origine asiatique, et plus particulièrement d'origine asiatique du sud-ouest. Pardon. Moi et la géographie. La géographie et moi, sinon c'est pas poli. Oui, d'accord. Je pars en bib. Je pars en bib, oui. Bref. Donc la saga sans plus tarder que je vais vous présenter et dont je vais lire tous les tomes en quelques semaines, mission impossible, c'est, attendez, roulement de tambour, Le poids des secrets de Aki Shimazaki, avec ce premier tome que j'ai déjà lu et dont je vais vous parler tout à l'heure, petit suspense, qui s'appelle Tsubaki. Le deuxième s'appelle Otaru, ou Otaru, je sais pas trop comment ça se dit. Voilà. Donc vous avez vu, c'est des tout petits livres de 115 pages. Ensuite, le troisième, c'est Wasure Nagusa. Bon, vous excuserez ma prononciation, un peu hasardeuse. Le quatrième, Tsubame, avec un joli oiseau. Et en fait, j'ai fait n'importe quoi. Je vous ai présenté dans le désordre. On recommence. Alors, ça c'est le tome 2. Donc c'est Amaguri. Le tome 3, Tsubame, on recommence, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Le tome 4, Wasure Nagusa. Le tome 5, Otaru. Voilà, comme ça vous savez tout. Pour le tome 1, j'avais raison, c'était Tsubaki. Heureusement parce que j'ai lu celui-là en premier. Ce vlog va être long, je vous préviens, pour vous comme pour moi. Désolée, je suis fatiguée. Donc, comme je vous ai dit à l'instant, donc je vais vous parler de Tsubaki. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu le vlog sur Zola et qui tomberaient sur celui-ci, en fait ça va être simple. Ce que je vais faire, c'est que là je vous ai présenté un peu toute la saga, etc. Avant d'y entrer, en fait je savais pas du tout de quoi ça parlait, donc je suis entrée comme ça et là je vais vous parler du résumé du tome 1. Et en fait chaque jour où je lirai un de ces tomes, je viendrai vous le présenter en vidéo, ce qui fera pour vous un vlog, comme une sorte de vlog, pour moi une espèce de carnet de bord de cette saga. Et voilà, je trouvais ça sympa de faire ça plutôt que faire un gros point lecture où j'aurais peut-être plus les livres en question, je les aurais peut-être rendus à la médiathèque. Là, je vous donne un peu mon avis à chaud. Donc pour pas que ce vlog soit beaucoup trop long, je vais vous parler sans plus tarder de Tsubaki. Alors pour le résumé, donc moi, encore une fois, je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais quand je suis rentrée dans ce livre. Enfin, quand j'ai commencé ce livre, sinon c'est bizarre. Donc nous ne sommes pas au Japon, mais nous sommes dans un autre pays qui n'est pas cité, avec des personnages japonais. Notamment Namiko, qui est une femme, je crois, quadragénaire ou quinquagénaire, je sais plus, qui vient de perdre sa maman. Et lorsqu'elle est convoquée chez son avocat, enfin chez l'avocat de sa mère pour l'héritage, celui-ci lui donne une enveloppe, donc dans l'enveloppe il y a une lettre, logiquement, de sa mère, qui souhaitait du coup donner, après sa mort, cette lettre à sa fille. Et donc dans ce récit, nous sommes vraiment embarqués. Bon, il y a un morceau de présent, mais on est beaucoup embarqué dans le passé de Yumiko, donc la mère de Namiko. Et on va forcément, l'histoire avec un grand H va se mêler avec l'histoire de nos personnages, puisqu'on va être au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, avec tout ce qui en découle pour le Japon, les bombes atomiques, ou nucléaires, comme vous préférez. Et voilà. Donc ça va être un peu ça l'histoire. Et dans cette lettre, Yumiko va nous révéler, comme le nom de la saga l'indique, un lourd secret qu'elle avait sur la conscience. Et donc voilà, donc ça va être ça cette histoire. Alors, j'ai bien aimé cette intrigue maintenant, voilà, il fait 115 pages, je peux pas avoir un coup de cœur avec 115 pages de livre en fait.
Je peux pas. Pour moi, c'est un peu introductif à la saga. J'ai trouvé qu'il y avait un début, une fin, c'est bien, mais j'ai trouvé ça quand même assez introductif. Tu sens quand même que derrière ce tome, il va y avoir plein de choses qui vont arriver et ce tome va juste servir d'introduction et de donner un peu la saveur de cette saga, quoi. Donc moi, voilà, c'est pour ça que j'ai bien fait, je pense, d'emprunter toute la saga parce que je pense que c'est vraiment intrinsèquement lié. Bon, après, je me suis pas vraiment attachée au personnage parce que je trouve que l'écriture n'y est pas pour rien, sachant qu'elle est très mécanique, froide, presque chirurgicale. Des phrases assez hachées, courtes. Les phrases sont pragmatiques, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas vraiment d'émotion. Et après, je me suis rendu compte que c'était pas que c'était dénué d'émotion, c'est que c'était très pudique et que voilà, c'était plein de pudeur et qu'on ne dévoilait pas les émotions comme ça dans l'écriture et qu'il fallait aller les chercher, à les creuser. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu du mal à m'attacher aux personnages et au fur et à mesure de ma lecture, ça allait beaucoup mieux et j'ai eu plus d'empathie pour eux. Donc c'est ça qui était beau aussi, c'est de découvrir au fur et à mesure une écriture et de s'y accommoder et en même temps de découvrir une culture parce que moi je n'y connais rien à la culture asiatique. Je n'y connaissais rien du tout au côté asiatique de la Seconde Guerre mondiale, de comment ça s'est passé pour le Japon. Bon, évidemment, les bombes atomiques, je savais, le bombe nucléaire, je savais comment ça s'était passé, mais sinon, je ne connaissais pas vraiment tous les tenants et les aboutissants de la guerre, tout ce qu'il y a eu entre le Japon aussi, la Russie, les autres pays d'Asie, enfin voilà. Et j'ai bien aimé connaître un petit peu plus cette culture de la guerre, mais aussi la culture en général, avec les multiples coutumes qu'il y avait encore à cette époque-là, notamment maritales, bon, j'en dis pas plus. Enfin, je savais pas que ça existait, quoi, et ça m'a... Voilà, j'ai appris pas mal de choses, donc ça, j'ai bien aimé. Voilà, du coup, ça m'a vraiment donné envie de continuer avec les autres tomes. J'ai bien aimé aussi que l'autrice ne soit pas vraiment à charge contre les Américains, alors qu'elle pourrait légitimement l'être. Elle pourrait vraiment avoir de la rancœur ou communiquer une certaine rancœur ou un point de vue affirmé, et elle ne le fait pas. Elle expose les faits et elle ne dédouane pas non plus le Japon de ces faits dans la guerre et dans les autres guerres. Rappelons que le Japon aussi, avec les colonies d'Asie, etc., n'a pas été très exemplaire et très... voilà, on va passer ce sujet. Donc voilà, j'ai aimé qu'il y ait ce constat-là et non cette accusation, même si évidemment c'est très très grave, les bombes nucléaires, etc. Et voilà, donc j'ai bien aimé que la grande histoire se fonde avec la petite histoire des personnages. Ça m'a donné envie de continuer. Maintenant, c'est pas un coup de cœur, c'était pas pour moi transcendant, mais c'est une bonne surprise. Je vous retrouve, on est le lundi 17 mai à 9h15 passé pour la suite de ce vlog sur la saga du poids des secrets de Aki Shimazaki, oui c'est bien ça. J'ai lu le tome 2, donc Amaguri, donc le tome 2 de cette saga, quelques semaines après avoir lu le tome 1. Donc c'est peut-être mon erreur aussi, c'est que j'aurais peut-être dû mettre un peu moins de temps entre les deux tomes, sachant que là en commençant ce livre, j'étais encore un peu décontenancée du style très haché et très presque mécanique de cette autrice. Et du coup, après, je me suis vite remis dans le bain et je me suis dit, bon, j'ai déjà vu dans le tome 1 son style, je le connais déjà. Et ça m'a permis voilà, d'être un peu moins, un peu en retrait par rapport à ce style un peu froid. Et voilà, je me suis vite réaccommodée, on va dire. Et je vais peut-être mettre moins de temps entre le tome 2 et le tome 3 parce que sinon... ça va être un éternel recommencement. Donc dans ce livre-là, on va suivre Yukio, qui est déjà présent dans le tome 1. C'est ça l'originalité de cette saga, c'est que chaque personnage a sa propre voix dans chaque tome de cette saga. Et Yukio, on l'avait déjà suivi dans Tsubaki. Tsubaki, je rappelle que le personnage principal était Yumiko, là c'est Yukio. Donc c'est... un des personnages un peu plus secondaires du tome 1, on va dire. Yukio on le suit en fait dès son jeune âge jusqu'à à peu près peut-être 50-60 ans, je sais plus exactement dans ce tome-ci. C'est le fils de Mariko. Alors il a une vie assez compliquée parce qu'il est moqué par un peu tous les enfants. Il n'a pas de père légitime, il n'a pas été reconnu par un père. Sa mère n'est pas mariée, donc voilà, au Japon c'était il fallait avoir un enfant au sein d'un mariage, sinon
C'était un peu la porte ouverte aux insultes et au mépris, etc. Hein. Donc du coup, c'est vrai qu'il n'a pas une vie très facile, il est très très proche de sa maman. Ils vont vivre un moment dans une église, ils vont être recueillis. Ensuite, ils vont partir à Nagasaki. Donc il va y avoir aussi tout ce côté Seconde Guerre mondiale, bombe atomique, etc. qu'on va suivre aussi. Ce qui était bien, c'est qu'on a le point de vue masculin un peu de ce qui s'est passé. On a un petit peu la même histoire que dans Tsubaki, mais du point de vue de Yukio, du point de vue masculin et du point de vue de sa propre histoire d'enfant un peu illégitime, on va dire. Le revers de la médaille, c'est qu'il y a un côté un peu redondant par rapport au tome 1 parce qu'on suit parfois les mêmes événements mais vus de différentes manières. C'est ça qui est un peu problématique parfois pour moi, qui m'a un peu posé problème, c'est que je savais déjà ce qui allait se passer et je me dis voilà, c'est vrai que je suis pas très fan des romans par exemple qui servent la même histoire mais avec un autre point de vue. Moi je vois pas tellement l'intérêt, mais là j'ai quand même trouvé que ce point de vue masculin était tellement différent du point de vue de Yumiko qu'il méritait quand même qu'on l'écrive. Et bon, j'ai passé quand même un très bon moment avec ce livre. J'aime bien aussi les titres parce que ils veulent tous dire quelque chose de symbolique en japonais. Tsubaki, c'était les camélias, et les camélias ont une très grande importance pour Yumiko, donc du premier tome. Ici, c'est Amaguri, oui, c'est ça. C'est le coquillage en japonais et ça a une importance aussi très importante, très symbolique dans cette histoire. Donc j'aime bien ce côté un peu poétique, un peu symbolique. Je trouve ça vraiment très fin, très subtil. Et ouais, j'ai passé un bon moment. En plus, c'est 100 pages. Bon, voilà, ça se lit très rapidement. C'est très plaisant. Il y a encore pas cette pudeur, mais oui, ce côté un peu retrait par rapport aux sentiments. On n'exprime pas forcément, il faut aller creuser. Et il y a aussi ce côté voilà, des non-dits, voilà, du poids des secrets, c'est ça, hein, des non-dits, des choses qu'on ressent mais qu'on ne dit pas, des espèces oui, de tabous. Voilà, c'est tout ça qui est sous-entendu. Hein, et j'ai bien aimé en fait. Je trouve qu'il y a une certaine douceur dans cette saga, une certaine subtilité que j'apprécie. Voilà, après je vais pas enchaîner les tomes. Là honnêtement je comptais peut-être, j'avais hésité à me dire je vais m'enchaîner toute la saga en 2 jours. Je pense pas, je pense qu'il faut la digérer. Je pense que même si il faut pas perdre le fil non plus, hein, il faut pas le lire une fois un tome par an parce que sinon vous perdez le fil. Mais il faut quand même, je pense, un peu plus les espacer pour repenser à notre lecture, pour digérer. Je pourrais pas me faire les 5 tomes en 2 jours, quoi, c'est pas possible. Donc là, je vais couper avec une autre lecture et je pense qu'en fin de semaine, je me ferai le tome 3. Le tome 3, on va parler cette fois de Mariko, donc la mère de Yukio, je vais m'en sortir. La mère de Yukio qu'on suit ici, voilà. Donc voilà, en fait, tous les tomes de la saga sont une sorte de maillon de la chaîne et c'est ça que j'aime bien aussi. Mais j'ai peur de m'en lasser donc j'espace un petit peu. Mais sinon, pour l'instant, c'est quand même une chouette lecture, pas un coup de cœur, pas quelque chose qui me transcende totalement, mais c'est une belle découverte. Je découvre aussi une culture, encore une fois. Là, on a encore parlé de la Seconde Guerre mondiale avec l'armée japonaise. Il y a une sorte de grosse propagande aussi de l'armée japonaise. Il y a des pratiques de soldats qui me fendent le cœur. Bon, je vous en dis pas plus, mais en fait, il faut se battre, il faut mourir pour la patrie, quoi. C'est un peu ça le but. Et l'armée japonaise ment au peuple, voilà, en ne disant pas toutes les défaites. Enfin, il y a ce côté, ce côté quand même mainmise sur les Japonais, ce côté propagande, un peu dictature aussi. C'est assez gênant, c'est assez malaisant, mais c'est intéressant d'un point de vue culture, historique, etc., d'apprendre tout ça. Voilà, je vous laisse. Je vous retrouve, nous sommes mardi 25 mai, voilà, le lendemain du lundi de Pentecôte, pour continuer ce petit vlog sur cette saga japonaise, enfin, du moins à moitié canadienne, à moitié japonaise, selon les nationalités de l'autrice, de Aki Shimazaki. Je vais m'en sortir avec cette très longue introduction. Voilà. Donc, j'ai lu le 3e tome qui s'intitule Tsubame. Ici, comme dit dans la séquence précédente, nous allons parler de Mariko, qui est la mère de Yukio. Yukio, on le suivait dans le second tome que j'ai lu précédemment. Et ici, donc, ça va être sa mère qui est au centre de l'histoire.
J'avais un petit peu d'appréhension pour ce tome-ci parce que c'est vrai que sa mère n'est pas un personnage que j'apprécie, que j'ai apprécié dans les livres, les 2 premiers tomes. C'est quelqu'un d'assez insondable, de très mystérieux. Et je me dis, voilà, qu'est-ce que ce livre va nous révéler sur elle? J'espère qu'on va en apprendre plus parce que c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas du tout à cerner et à appréhender en fait tout simplement parce que c'est une femme qu'on sait très belle mais assez froide qui donnerait tout pour son fils. C'est une mère vraiment admirable mais qui a des origines un petit peu voilà, inconnues. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas vraiment ce qu'elle pense. Donc du coup c'est vrai que j'avais un petit peu d'appréhension. Et après avoir lu ce tome-ci, je suis la première surprise mais c'est mon livre préféré de la saga pour l'instant. Tout simplement parce que c'est l'histoire qui m'a le plus émue. Comme je vous disais, l'écriture n'est pas vraiment dans l'émotion. Et pourtant, ce livre, avec l'histoire de Mariko, de sa famille, m'a totalement bouleversée. Et du coup, c'est vrai que je m'y attendais pas du tout. Et j'étais surprise et agréablement surprise, tout simplement. En fait, Mariko est coréenne. Je vous l'apprends, mais je pense que voilà, vous le découvrirez très vite. Elle est issue d'une mère coréenne qui a dû fuir son pays. Nous sommes dans les années 1923, je crois, au début de l'histoire. L'histoire est divisée en deux. Nous avons le passé en 1920, à peu près, 1923, et ensuite le présent, Mariko qui est plus vieille, qui est déjà grand-mère, etc. Donc, voilà, divisé en deux. J'ai vraiment préféré la première partie où on suit sa jeunesse. Mariko, en fait, comme je le disais, est issue d'une famille coréenne et la situation de la Corée dans ces années-là est très critique par rapport à au Japon, en fait, ce que fait subir le Japon à la Corée. Enfin voilà, le Japon a colonisé la Corée, donc du coup c'est assez atroce tout ce qui se passe. Il va y avoir le séisme en 1923, le célèbre séisme. Et il va se passer des choses atroces, des choses inadmissibles, enfin incroyables, vraiment dans le mauvais sens du terme. Les Japonais qui vont se servir de ce séisme pour accuser certaines nationalités ou certains types de personnes. Enfin, comment dire, des activistes ou des gens qui les dérangent, on va dire. Et ça va être quelque chose d'affreux, quelque chose qu'on n'apprend pas dans les cours d'histoire malheureusement, que j'ai appris ici et qui m'a profondément choquée. Donc c'est vrai qu'au niveau historique, j'ai trouvé que ce tome-ci était plus intéressant que les autres, bien que dans les autres on suit les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Ici on est plus en avant dans le temps et c'est quelque chose qui est moins connu de nous et quelque chose qu'il faut savoir, qu'il faut connaître et ça m'a profondément choquée. Et en même temps, cette petite histoire qui se mêle à la grande histoire, Mariko, sa mère, même son oncle, tout ça c'était très touchant. Tout ce qui arrive ensuite à Mariko, comment elle grandit et tout ce qu'on sait d'elle de par les temps précédents se recoupe ici, mais on comprend mieux cette femme, on comprend tout le fardeau qu'elle a apporté sur ses épaules, on comprend ses comportements, comment elle est. C'est vraiment quelqu'un qui a souffert à cause des coutumes japonaises. Ça m'a un peu brisé le cœur, quoi. Donc c'est vrai que j'ai aimé apprendre à la connaître et je la connais un peu mieux maintenant et je l'apprécie d'autant plus parce que je l'avais mal jugée en fait dans les tomes précédents. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus parce qu'encore une fois c'est un tout petit tome. Le 4e tome, ça va, je sais plus sur quel, je crois que c'est sur le mari de Mariko justement. Qu'on va suivre et là il a un destin assez compliqué, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Il va beaucoup bouger son mari, donc il va connaître des choses aussi atroces, je pense. Donc ça va être assez intéressant aussi de connaître le destin de Monsieur Takahashi, je crois que c'est son mari, et le père adoptif donc de Yukio. Et du coup, on va voir ce qu'il advient de lui. Et le 5e tome sera sur la toute petite fille de... donc la fille de Yukio et la petite fille de Mariko, qui s'appelle Tsubaki, je crois. Tsubaki, comme le premier tome. Donc voilà, on verra bien ce qui ressort de ces 2 derniers tomes. Et je vous ferai aussi un avis global sur ce que j'ai pensé de cette saga. Pour l'instant, c'est pas un coup de cœur, hein, c'est pas une saga coup de cœur, mais c'est quand même... je trouve... quelque chose d'assez doux, quelque chose qui
qui me transporte en Asie, au Japon, qui m'apprend des choses et qui, voilà, pour ce tome-ci par exemple, me bouleverse. Donc je suis plutôt contente de la lire. Nous sommes donc le vendredi 4 juin, il est à 18h. Donc là, vous avez vu toute ma maison, hein, tous les plans, j'ai essayé de changer. Je reviens, non pas pour vous parler du mauvais temps pourri qu'il fait chez nous dans le sud de la France, mais pour vous parler littérature et notamment le 4e tome, donc je l'ai fini, de la saga de Aki Shimazaki, Le Poids des Secrets, qui s'appelle, pardonnez ma prononciation, Wasurenagusa, voilà, qui a évidemment, qui est un fort symbole qui représente bien ce livre, qui est très important dans ce bouquin. Mais je vous laisserai découvrir, bon, avec la couverture, vous avez deviné peut-être ce que c'était, mais je vous laisserai découvrir le sens de ce mot, le sens littéral et le sens que prend ce mot avec ce roman. Donc encore une fois, court roman, un peu plus long que les autres, 120 pages, mais assez court. Alors, c'est vrai que c'est délicat parce que souvent on blâme Bookstagram parce que ça en dit trop sur les livres, qu'il ne faut pas spoiler, etc. Mais sur des petits livres comme ça, j'ai quand même envie de vous en parler et c'est compliqué d'absolument rien dire quoi, et vous dire ben voilà, découvrez la saga sans écouter ce que j'ai à dire. Bon, je pense que si vous avez envie de découvrir cette saga sans rien en savoir, vous ne regarderez certainement pas cette vidéo, mais c'est quand même assez délicat. J'ai quand même envie de vous en parler sans trop vous en dire, donc je vais essayer de trouver un peu mes mots. Disons que là nous allons suivre Kenji Takahashi, qui a un lien très particulier avec l'héroïne du tome précédent et le héros du tome encore précédent. Voilà, je vous laisserai découvrir lequel. Peut-être que dans les plans précédents, je l'ai un peu dit, je sais pas. Mais du coup, Kenji Takahashi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il vient d'une famille très très noble qui descend directement de gens qui étaient à la cour impériale au Japon. Et du coup, il y a cette espèce de tradition qui plane un peu au-dessus de leur tête. Et c'est un peu une obsession, quoi. Respecter la tradition, porter son devoir, faire ses devoirs d'héritier, avoir un successeur coûte que coûte, voilà, vraiment perpétrer la lignée impériale, quoi, presque. C'est vraiment quelque chose d'obligatoire, presque quelque chose de sacré, et on sent tout son poids ici dans ce livre-là, avec notre pauvre Kenji qui est un peu harcelé par ses parents, on va dire, à ce niveau-là. Ce livre va aborder des espèces, oui, des thématiques assez tabous par rapport à ça, et je trouve ça super intéressant. J'ai trouvé ça très touchant. Le personnage de Kenji est vraiment attachant, même s'il n'a pas eu une enfance très heureuse, parce que sa famille est très froide. Il donne beaucoup, il est très généreux, il aime vraiment, quand il aime, il est à fond, et quand il est amoureux, il triche pas. Enfin, vraiment, c'est un personnage très sincère, très transparent, limpide, pur, et j'ai beaucoup aimé le suivre. J'ai préféré la première partie parce qu'on le suit voilà, avant la Seconde Guerre mondiale, la deuxième partie se passe après. Et c'est vrai que j'ai toujours une petite préférence pour l'histoire d'avant la guerre, et ça s'est confirmé ici avec ce livre. J'ai trouvé que la deuxième partie, il y avait un peu des longueurs, je me suis un petit peu ennuyée. C'était quand même assez touchant, assez beau, assez philosophique d'un côté, mais il y avait quand même quelques longueurs, donc voilà. Il est vraiment dans la continuité des autres tomes de la saga. Une petite déception parce que je pensais qu'on allait être avec ses pérégrinations au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il va un peu voyager, donc on s'appesantit pas trop là-dessus, donc petit regret, mais sinon vraiment c'est très beau en fait, c'est très pur, c'est toujours très doux, ce que je vous dis chaque fois pour chaque tome. C'est une douceur, c'est quelque chose qui apaise, c'est quelque chose qui met du baume au cœur, qui dénonce quand même, parce que il y a pas mal on pointe du doigt un peu le gouvernement japonais, toute cette propagande, etc. Et du coup, c'est intéressant parce que d'un côté, c'est une espèce de doux amer, parce qu'il y a cette douceur des personnages, cette bienveillance aussi de certains personnages, cette limpidité, cette sincérité. Mais d'un autre côté, nous avons le gouvernement qui voilà, lui profite en fait de certaines personnes, profite de certains événements pour s'accaparer encore plus l'État, le peuple, etc. Mais c'est très touchant, voilà. Ce livre n'est pas mon préféré, j'ai préféré Tsubame, le tome précédent.
Mais je trouve que c'est toujours très touchant, c'est toujours poignant. Il y a toujours un symbole avec le titre, avec ce qu'il représente dans le livre, quelque chose de toujours très simple, mais qui a un symbole très fort. Et les liens du sang, même les liens de la famille, tout simplement, les liens familiaux sont très très bien décrits, sont très beaux dans ce livre. On mêle amour de la famille et coutumes japonaises, et vie quotidienne japonaise, et histoire japonaise. Et c'est toujours un plaisir, c'est toujours quelque chose qui me fait du bien. Donc voilà, que vous dire d'autre à part ça que ce tome-ci, il ne faut pas le prendre, faut pas le lire en one shot parce que vous allez peut-être rien y comprendre, mais en fait tous les tomes de cette saga, il faut les lire d'affilée presque. Chacun fait partie d'un continuum et si on en prend un et qu'on ne lit pas les autres, ça n'a plus trop de sens en fait. C'est ça qui est assez particulier avec cette saga et qui fait la force vraiment de cette série-là. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit pour ce livre-là. Je vais continuer dans ma lancée et lire le dernier tome et je reviendrai vous en parler et faire un bilan de ma lecture de cette saga du poids des secrets. Voilà. Nous sommes donc le mardi 8 juin, il est 11h et j'ai fini enfin la saga du poids des secrets avec ce dernier tome qui est donc Otaru, voilà le 5e de cette pentalogie. Voilà, c'est la conclusion de cette saga et de ce vlog également, puisque après il n'y en a plus, il n'y a plus de livres à lire dans cette saga du poids des secrets. Alors j'ai vraiment adoré ce dernier livre, c'est mon second livre préféré de la saga, après le troisième qui était Tsubame. Celui-là, en fait, ce que j'ai adoré, c'est que je trouve qu'il n'y a pas meilleure conclusion à cette série de livres, c'est tout en douceur, tout en pudeur et j'ai trouvé ça vraiment... j'ai lu ça comme un petit bonbon et j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est vraiment en accord avec tout le reste de la série. Ici, pour résumer, nous allons suivre Tsubaki, qui est la petite fille de Mariko. Mariko est assez vieille, elle est en pas un très très bon état, mais en fait ce livre va développer un petit peu la relation entre cette grand-mère et cette petite fille très prévenante. Et beaucoup de confessions de la part de Mariko, je vous en dis pas plus. Et c'était très doux, c'était très beau, c'était très poignant. Moi, je n'ai pas rêvé, je n'aurais pas rêvé mieux pour cette fin de pentalogie parce que c'est vraiment en accord avec tout le reste. C'est pas une fin explosive, c'est pas un livre explosif qui vous pète à la gueule, où il y a plein d'actions. Ça serait pas du tout réaliste par rapport au reste des livres. Disons que c'est comme un bonbon acidulé, c'est un bonbon, c'est sucré, vous avez ce goût de sucre qui vous calme, mais en même temps c'est acidulé, ça vous pique un petit peu parce que ça dénonce quand même pas mal. Toute cette saga, et c'est aussi le but, c'est de montrer du doigt ce qui s'est passé, surtout de la part du gouvernement japonais. Comment ils ont manipulé le peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait, voilà, c'est vraiment montrer leur comportement en fait dans la Seconde Guerre mondiale. Nous on l'apprend beaucoup du côté occidental à l'école et là j'ai appris pas mal de choses. C'est ça aussi que j'ai aimé, c'est que c'est un peu une fresque historique du Japon du début du XXe siècle et moi je n'y connaissais rien et j'ai appris énormément de trucs. Et en fait c'est vrai que si vous n'êtes pas très histoire, vous pouvez quand même les lire parce que le contexte historique est juste un arrière-plan. Il n'est pas primordial dans ces livres-là. Ce qui compte beaucoup, c'est l'histoire familiale, l'histoire des secrets de famille, les amours qui se font, qui se défont, les sous-entendus, les non-dits, les silences qui sont quand même à leur manière assourdissants. Cette espèce de pudeur, cette espèce d'honneur qui se protège en fait et c'est ça qui est important, c'est la vie d'une famille un peu recomposée dans le Japon du début du XXe siècle, ce que certaines personnes ont subi, le séisme, les bombes nucléaires, la Seconde Guerre mondiale, l'envoi de la mutation de certains hommes au front, etc. Qui brisaient un petit peu les familles. Voilà, toutes ces choses-là. Comment une famille a pu résister à tout ça, a pu supporter tout ce qui s'est passé, qui était très 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 dur pour eux. Et c'est ça qui est important, c'est comment la grande histoire se mêle à la petite histoire. Moi je vous recommande en fait vraiment toute cette saga si vous voulez passer un bon moment, si vous voulez découvrir le Japon ou si vous le connaissez déjà, ça peut aussi faire pour les deux cas. Moi je ne connaissais rien et c'est vrai que ça m'a fait rentrer dans cette littérature d'Asie du Sud-Est que je
connais trop peu. En fait, j'ai découvert les mangas cette année et c'est quand même tout de même différent d'un roman qui vous parle du Japon, enfin d'un Japon un peu plus ancien, même si c'est quand même le siècle dernier, c'est pas non plus, il y a des siècles. C'est quand même quelque chose en complément, voilà, des mangas, je trouve, et ça fait toujours plus découvrir la culture, une culture, voilà, avec un Japon qui n'est pas en reste en ce qui concerne les traditions. En tout cas pour le siècle dernier, je sais pas ce qu'il en est de nos jours, mais voilà, il y a énormément de traditions sur le mariage, sur l'honneur, dans l'armée, etc. Certains font assez peur quand même quand on y pense. Mais c'est toujours très intéressant de voir leur conception, leur perception des choses. Par exemple, ici on va parler beaucoup des lucioles et la perception japonaise des lucioles est différente de la nôtre et de notre perception occidentale ou même française. Et du coup, c'était hyper intéressant de voir comment plusieurs cultures peuvent avoir différents sens à différents symboles. Et pareil, voilà, pour des trucs tout bêtes, genre l'agencement d'une maison, ils ont, enfin, au siècle dernier en tout cas, encore une fois, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais ils avaient des espèces de tatamis pour dormir, pas des lits vraiment occidentaux, donc tout était un peu différent qu'en France par exemple, jusqu'à voilà, l'agencement d'une maison, d'un jardin, les plantes, les animaux, le climat. euh, L'ambiance, voilà, enfin, les mentalités, il y a vraiment tout qui était différent. On est quand même dans un Japon très patriarcal. Encore une fois, je méconnais trop le Japon de nos jours pour savoir si c'est toujours assez patriarcal ou non, si c'est toujours un peu sexiste ou non. Ça doit dépendre aussi des milieux, des personnes, je pense aussi. Mais je pense que quand même ça a évolué depuis et c'est toujours méga intéressant. Moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est voilà, c'est ce tome 3 avec l'histoire de Mariko qui est mêlée à la Corée aussi, au traitement de la Corée par le japonais. J'ai adoré ça et ça m'a fait découvrir un pan de l'histoire, ça m'a fait découvrir la souffrance de certains individus pendant cette période-là. Et la souffrance de tout un peuple d'ailleurs, de toute une population. Voilà, j'ai adoré cette saga qui m'a vraiment fait l'effet d'un bonbon, comme je vous dis, acidulé, de quelque chose qui est assez doux mais qui est quand même dénonciateur à sa manière. Voilà, si vous ne le lisez pas, si vous voulez de l'action, si vous voulez des rebondissements à tout va, si vous voulez quelque chose qui punch, qui envoie du lourd, c'est quelque chose d'assez doux, ça se passe, il y a beaucoup de non-dits, de silence, comme je disais, de secrets, donc c'est assez lent, ça va au rythme un petit peu des confidences, des fardeaux qu'on dépose, euh, de la vie tout simplement qui avance au fur et à mesure, des choix qu'on fait, et c'est tout simplement une histoire, si on réunit les 5 tomes, c'est un gros roman choral en fait, avec plusieurs points de vue, plusieurs perceptions de choses, plusieurs secrets que l'on cache même à notre entourage le plus proche. Et voilà, c'est ça. Si vous aimez vraiment les romans de secrets de famille ou les romans de famille recomposées, avec des traditions qui se mêlent au milieu, avec la guerre entre-temps et d'autres événements historiques et catastrophiques, notamment catastrophes naturelles, etc., ou guerre, n'hésitez pas, franchement, c'est une saga très douce, très belle, très apaisante, une écriture qui paraît très simple, mais qui est beaucoup dans le symbolique, qui est beaucoup dans l'instant, dans le spontané, dans les émotions du moment, qui dit beaucoup de choses avec très peu de mots, comme nos personnages en fait. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis vraiment heureuse d'avoir découvert cette autrice que je redécouvrirai avec plaisir avec d'autres séries. Elle en a fait plusieurs. Et je suis contente en fait de m'être plongée dans le Japon du siècle dernier. Et je vais continuer cette découverte volontiers. Voilà, c'en est fini pour cette petite vidéo vlog. J'espère que ça vous aura pas trop saoulé, que ça vous aura plu. Si vous voulez soutenir la chaîne et si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, je vous invite à liker, à partager si le cœur vous en dit, même à commenter si vous avez lu ou vous voulez lire cette saga. Je vous remercie du coup d'avoir visionné jusqu'au bout. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.